Bon, bonjour tout le monde. Merci de votre présence et merci aux organisateurs. C'est toujours une belle opportunité de venir présenter l'avancement de nos recherches. Ce matin, c'est moi et Chloé qui sont ici pour vous parler des différents régimes de négociation dans le secteur public, mais on va se concentrer sur l'éducation, secteur primaire et secondaire. Et on posait la question, un taux de prestidigitation, et vous allez comprendre que oui. Donc, comment on va procéder? On va introduire un peu la recherche, on va vous présenter un peu le secteur de l'éducation primaire et secondaire au Québec. On va parler un peu de la démarche scientifique, de la méthodologie. Chloé va reprendre la parole pour parler de l'état des lieux. Notamment, on va parler de la pénurie, mais on va surtout insister sur la précarité et un peu la disparité de traitement de la main-d'œuvre dans ce secteur-là. Chloé va aussi nous parler du régime de négociation dans le secteur public et je vais revenir avec les enjeux de cette négociation de 2015 qui est notre étude de cas en fait. On a 3 étudiants qui travaillent avec nous sur ce sujet-là. On va vous présenter des constats préliminaires parce qu'on a encore des entrevues à faire et on va conclure que le mode de fonctionnement tel qu'il est pratiqué actuellement contribue à maintenir la précarité et les disparités de traitement dans le secteur de l'éducation. Et comme nous le disait un des répondants, un des représentants syndicaux qu'on a rencontrés, dans la négociation du secteur public, pour une multitude de facteurs, le rapport de force est composé à 80% de l'appui du public. C'est ce qui fait que vous allez voir qu'on dit que oui, c'est un secteur de prestigification parce que souvent, la tête, c'est pas ce que les pieds font, pour reprendre une vieille expression. Le secteur de l'éducation au Québec, quelques chiffres, 72 commissions scolaires, 60 anglophones, 9 anglophones et 3 statuts particuliers. Statut particulier, c'est l'Écrit, c'est Kativik et c'est la Basse-Côte-Nord. Et c'est intéressant. Et c'est particulier parce que eux, dans ces 3 commissions scolaires-là, ne négocient pas au local, mais négocient directement le sectoriel et le local. Chloé va vous revenir là-dessus, mais c'est vraiment très particulier. Puis c'est des commissions scolaires qui sont souvent trilingues. Hein, ils parlent les différentes langues. 3 principaux secteurs d'emploi, les enseignants, le personnel de soutien et les professionnels, et ils font pas toujours bon ménage parce qu'ils n'ont pas toujours les mêmes perspectives. 17 régions, donc le Québec est grand. En fait, on pourrait presque dire 19 si on prend en compte que la Montérégie, il y a un côté francophone et anglophone, et Montréal aussi, évidemment. Et il y a 5 organisations syndicales, dont 2 autonomes, la Fédération autonome des enseignants, la FAE, et l'APEC, qui étant un syndicat anglophone qui s'enligne beaucoup sur la SSQ. Les 3 autres, c'est la CSN, la centrale, la CSQ et la FTQ via le secteur, ces employés du secteur public dans l'éducation. Comment on a procédé? C'est quoi le moteur de notre recherche? En fait, ce qu'on veut étudier aussi, c'est pourquoi la précarité persiste. Donc, c'est quoi les entraves intra- et interorganisationnelles? C'est peu étudié et finalement, on a beaucoup de données qu'on ramasse et on voit les difficultés de négocier dans un milieu comme celui-là où il y a beaucoup d'acteurs et beaucoup de paliers en cause et où le système est institutionnalisé et légiféré, crée aussi des embûches. Qu'est-ce qu'on a fait pour y arriver? Évidemment, on a fait une recension des écrits. On s'est servi des archives syndicales. On s'est servi aussi beaucoup de ce que le contexte, quand ça nous parle du contexte juridique, économique et institutionnel, on avait besoin de se faire une tête avant de savoir qu'est-ce qu'on s'en allait chercher. Avant de commencer aussi, on a fait 4 entretiens préliminaires avec des acteurs qui étaient directement impliqués en 1972. Pourquoi 1972? Parce que c'était le Front commun au Québec qui a beaucoup fonctionné et on voulait comprendre pourquoi en 2015, qu'il y avait une mobilisation importante, ça n'a pas fonctionné. Donc, le meilleur point de comparaison était avec eux. Et ce qu'on a retenu de ces 4 entrevues-là, c'était de nous dire que si en 72, on négociait pour un idéal collectif, 100 $ pour tous les travailleurs par semaine pour tous,
pas juste les syndiqués. Les lignes directrices et les stratégies syndicales déployées n'apparaissaient pas mieux arrimées avec la base. Hein, c'était plus une idée que c'était l'air du temps qui semblait porteuse à cette époque-là. Donc, à ce niveau-là, vin nouveau dans des vieilles bouteilles. On a fait des groupes de discussion, 9 groupes de discussion, puis on a essayé de séparer. En fait, à l'origine, on se disait, il faudrait probablement séparer les employés de soutien, professionnels et enseignants. Avec les 3 premiers groupes, on s'était aperçu que oui, il fallait séparer nécessairement les employés de soutien, mais de mettre les enseignants et les professionnels, c'était intéressant. Fait que c'est ce qu'on a continué à faire après. On a séparé les catégories 4 ensemble et les catégories de soutien 2 et 3 ensemble. Les 2 premiers groupes qu'on a fait aussi, c'était l'éducation et la santé, et on s'est aperçu, à cause d'une grande confusion entre qu'est-ce qui découlait de la réforme Barrette puis de l'austérité et qu'est-ce qui découlait de la négociation, on a séparé et finalement, on s'est concentré sur l'éducation pour être capable d'aller chercher des données qui étaient parlantes. Jusqu'à présent, on pense que les groupes de discussion sont complétés, mais ça n'empêchera pas peut-être d'y retourner. Et on a, dans le moment, 10 entrevues semi-dirigées. Donc, on a rencontré 14 personnes parce que souvent, surtout quand on rencontre les gens qui étaient à la table de négociation, souvent l'avocat vient aussi avec la personne qui était responsable. Donc, c'est intéressant, ça nous donne... et ces gens-là, jusqu'à présent, étaient impliqués tant au national, c'est-à-dire à l'intersectoriel, au front commun, au sectoriel et au local. Donc, en fait, comme on vous le dit plus tôt, on s'est intéressé à 3 principales catégories d'emploi, secteurs d'emploi. Donc, on parle des enseignants, du personnel de soutien et des professionnels dans le secteur de l'éducation. Il y a essentiellement 3 statuts. On parlait du statut permanent, qui en fait est un statut qui permet la sécurité d'emploi. On va avoir les non permanents qui vont inclure souvent tout ce qui est temps partiel, contractuel. Et en appoint, où est-ce que là, on parle encore plus je dirais, de moins de sécurité d'emploi, où est-ce que ça va être surtout des suppléants, remplaçants, des gens qui sont payés à l'heure. Donc, quand on parle de précarité d'emploi, on va parler principalement des non-permanents et du personnel en appoint. Et quand on regarde les statistiques des 5 dernières années, ce qu'on s'aperçoit quand c'est que, en fait, il y a 43% d'enseignants qui sont à statut précaire, donc qui incluent des non-permanents et en appoint. On parle de près de 62% du personnel de soutien qui est à statut précaire et 25% du personnel professionnel qui détient ce statut de précarité-là. Ce qu'on s'aperçoit aussi quand on regarde ces statistiques, c'est que pour l'ensemble des catégories de main-d'œuvre, de ces 3 catégories de main-d'œuvre-là, on a remarqué une faible augmentation des statuts permanents, une hausse des emplois à temps partiel et des contrats en appoint, mais aussi pour certaines catégories, ce qui est ressorti, par exemple pour les professionnels, une augmentation de la sous-traitance. Donc, cette précarité-là amène des enjeux, c'est ressorti dans plusieurs, que ce soit des entrevues avec les leaders syndicaux ou au sein des focus group, des enjeux importants au niveau de l'attraction et de la rétention. D'ailleurs, on en entend parler beaucoup dans les médias dans les dernières années chez ces catégories d'emploi-là. Par exemple, il y a une étude qui est quand même, c'est la dernière qu'on a trouvée, qui est 2008, qui disait qu'il y avait près de 26% des enseignants qui pensaient quitter la profession. Donc, la question de rétention est un enjeu. On parle pour la première année de 25 à 30% de taux d'abandon dans le secteur pour les enseignants, 50% après 5 ans. Il y a aussi, ces travaux ont démontré en fait que l'abandon n'était pas nécessairement relié à des caractéristiques socio-démographiques, mais en fait était directement relié aux conditions de travail et à la charge de travail que la décision d'abandonner. Il y a plusieurs répondants qui nous ont aussi souligné la difficulté à recruter parce qu'en fait, on offre plus particulièrement des statuts à temps partiel, des contrats en appoint, donc vraiment difficile d'attirer les gens dans ces catégories d'emploi-là, mais aussi une tendance vers les personnels de soutien et les professionnels à se rediriger vers le privé, entre autres à cause de cette question de précarité puis des conditions de travail.
Donc, pour vous dresser un portrait un peu de la négociation dans le secteur public, comment ça se passe plus particulièrement. Donc, c'est une négociation centralisée à 3 paliers qui sont, à chacun des paliers où est-ce qu'il y a des matières qui sont définies, par la loi sur les régimes de négociation des conventions collectives du secteur public et parapublic. On vous a défini essentiellement les matières pour chacun des paliers négociation. Donc, on va parler 4 principales matières au niveau intersectoriel ou national. On va parler des congés parentaux, des régimes de retraite, des salaires et des disparités régionales principalement. Au niveau du palier sectoriel, ça va être vraiment la négociation au niveau de l'organisation du travail, la répartition des effectifs. Par exemple, dans l'enseignement, on va retrouver les ratios maître-élève qui vont être négociés. Les acteurs différents aussi, donc on parlait au niveau intersectoriel du Conseil du Trésor, des centrales syndicales. Ici, ça va être les comités patronaux avec les fédérations syndicales qui vont négocier à ce palier-là. Et au palier local ou régional, on va avoir les matières locales. Donc, on concrétise vraiment l'organisation du travail. C'est la concrétisation. Donc, on va parler, par exemple, de l'attribution des horaires, des vacances, la détermination des règles d'attribution de postes qui vont être négociées à ce niveau-là. Ce qui est important de faire comme différence au niveau local, et Diane, ça va revenir dans nos constats. Donc, la loi distingue les matières locales des arrangements locaux. Les matières locales, on les retrouve principalement au niveau du secteur dans l'éducation, au niveau des enseignants. Ces matières-là vont demeurer jusqu'à temps que les parties décident de réouvrir cette matière-là ensemble et de la renégocier. Donc, certaines commissions scolaires, au fil des années, ont réussi à se négocier des bonnes ententes au niveau local, alors que d'autres commissions scolaires, ça va être plus difficile, ce qui peut expliquer certaines disparités au niveau du Québec dans les conditions de travail. Au niveau des arrangements locaux, ce qui est important de savoir, c'est que, et ça ici, on se trouve plus au niveau du personnel de soutien et des professionnels, ces arrangements locaux-là vont tomber lorsqu'il y a, à chaque 5 ans, lorsqu'il y a renégociation à l'échelle nationale. Donc, on parle pas d'un seuil, mais plutôt d'un texte de base sur lesquels les parties locales vont se baser. Et à ce moment-là, c'est vraiment tributaire du pouvoir de ce que les syndicats locaux vont avoir et comment ils vont réussir à améliorer le texte de base, en fait. Je vais laisser la parole à Diane pour vraiment qu'on ait dans les détails des constats et tout. Donc, on va partir avec l'idée que les enjeux de la négociation en 2015 étaient pas les mêmes. L'enjeu national était ou au Front commun, c'était le salaire et tout ce qui était monétaire. En fait, les 4 matières que le gouvernement oblige à négocier, ça inclut le régime de retraite, les activités qu'on prend pour concilier le travail et la famille et ce qu'on doit négocier pour les gens qui sont en région éloignée. Et c'est là que le bas blesse, c'est que les enjeux sectoriels sont différenciés selon le secteur d'emploi et la région. Et c'est là que se négocient les conditions de travail et l'organisation du travail. Et les enjeux locaux, c'est la décentralisation des ressources à ce moment-là quand on est au local. Pour dire, au sectoriel, ce qui était ressorti, les enseignants, eux autres, voulaient la permanence, qui est difficile à acquérir. Les professionnels, eux autres, voulaient une augmentation des ressources, parce qu'il manque de professionnels dans le système. Et les enseignants et les professionnels faisaient beaucoup campagne, si on se rappelle, sur le fait qu'on voulait augmenter le service et le soutien aux étudiants. Tandis que pour les gens qui étaient dans les employés de soutien, qui inclut tant le service au bâtiment que le service aux étudiants par le service de garde. Eux autres, ce qu'ils voulaient, c'est sortir de cette précarité-là et sortir de la complexité des arrangements locaux qui doivent être toujours renégociés et qui finalement les mettent toujours en porte-à-faux et en position de faiblesse. Préliminaire, vite fait, les impacts, vous les voyez comme moi, mais ce qui est important de retenir, c'est que il y avait un désalignement entre les positions du Front commun et les stratégies de mobilisation. La mobilisation sur le terrain, tant sectorielle que locale, c'est faite au niveau de l'organisation du travail, c'est faite au niveau des conditions de travail et les répercussions que ça avait sur les élèves. Tandis qu'au national, au Front commun, à la table, on négociait tout ce qui était monétaire. Fait qu'il y avait comme un clivage
Et il y a eu, comme un des participants nous l'a cité, je vais vous dire exactement sa petite phrase parce que c'est quand même intéressant. Il y avait un clash entre et le rush de la table de négociation de décembre et la CSN qui voulait absolument accepter ça. Puis les gens de la CSQ notamment, qui eux étaient vraiment contents d'avoir fait reculer le Front commun sur les journées de grève et les rapporter. Fait que ça l'a créé, évidemment, dans la lutte à la précarité, la négociation inter- et intra-organisationnelle s'avère difficile et peu efficace suivant la structure des négociations de 2015, compte tenu des multiples réalités des enjeux, et je pourrais y revenir plus en détail lors de la période de questions. Mais à contrario, ce qui est important, comme l'ont souligné plusieurs intervenants près de la table centrale, l'employeur, en 2015, était beaucoup mieux organisé et avait une stratégie beaucoup plus affirmée face à ces structures. Et il tenait les tables intersectorielles et sectorielles avec des mandats diffus. Fait que la négociation se faisait pas réellement, mais on pouvait pas accuser de mauvaise foi parce qu'ils étaient là à la table, mais ils se sont vraiment appropriés, disons, enfin, cette structure-là. L'employeur, le gouvernement semblait s'être vraiment finalement approprié. Parce que ça emmenait comme discussion et ce que ça l'emmène, ce qu'on retrouve le plus souvent dans les discours, que ce soit au sein des focus group et des représentants, est-ce qu'on se redirige vers une négociation dite plus de métier, chacun son terrain et on sera mieux sauvegardé?